Et si investir dans des sociétés menacées par l'IA était en fait une bonne idée? C'est la question que je me suis posée dernièrement parce que depuis 3 ans, l'IA est partout. C'est évidemment ce qui a propulsé les valorisations de sociétés comme Nvidia, Broadcom ou encore Palantir. Mais cet engouement, ça a aussi déclenché une vague de doutes à propos de certaines entreprises tech jusqu'ici solidement installées. C'est notamment le cas de boîtes comme Adobe ou Google. Et le narratif qui a gagné du terrain à propos de ces sociétés, c'est celui qui dit qu'elles ont de grandes chances de se faire disrupter au moins partiellement par l'IA dans les prochaines années. C'est quelque chose d'ailleurs qui a pesé sur leur cours de bourse, même si c'est un peu moins vrai pour Alphabet, qui a fait une belle remontée depuis 3 mois. Néanmoins, quand on y regarde de plus près, et c'est le sujet de cette vidéo, on se rend compte que ce risque de disruption, eh bien, il est loin d'être certain et que les conséquences de la démocratisation de l'IA, que ce soit en positif ou en négatif, ne sont pas encore évidentes. Or, si les marchés ont exagéré le risque de disruption pour les Google, Adobe, etc., ça veut dire que les investisseurs qui voient en ces actions de belles opportunités en ce moment pourraient avoir raison. En fait, on a presque l'effet miroir de ce qui se passe ailleurs dans la tech. D'un côté, des boîtes qui se payent extrêmement cher simplement parce qu'elles surfent sur un narratif ultra optimiste autour de l'IA, et de l'autre, des leaders reconnus pour leurs fondamentaux de qualité comme Adobe ou Google, dont la valorisation paraît aujourd'hui plus raisonnable, voire attractive, justement parce qu'un narratif pessimiste a pris le dessus. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous rappelle que dans cette vidéo, je vous partage simplement mon opinion personnelle sur un sujet que je trouve intéressant. Ce n'est en aucun cas, bien évidemment, un conseil en investissement. Et je vous rappelle aussi que si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider à développer la chaîne. On commence avec Constellation Software. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Constellation, c'est un serial acquirer canadien spécialisé dans les VMS, les Vertical Market Software, des logiciels très spécifiques utilisés dans certaines niches professionnelles. Donc ça va être par exemple des logiciels utilisés par les hôpitaux, dans le transport ou encore par certaines administrations locales. La stratégie du groupe depuis 30 ans, c'est acheter ces petites boîtes de VMS, les intégrer, les faire grandir et les garder à long terme. Et ça, c'est un modèle qui leur a permis de délivrer une performance annualisée monstrueuse de plus de 30% depuis leur IPO en 2006. Et justement, lors de la dernière conférence investisseurs, Mark Leonard, qui est le visionnaire très pragmatique qui a fondé la boîte, a été interrogé sur les impacts de l'IA sur son business. C'était le thème de la conférence en fait. Et ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est pour ça que je veux vous le partager aujourd'hui. Il commence par raconter une petite histoire. Donc Jeff Hinton, qui est considéré comme un des pères fondateurs de l'IA et qui a reçu un prix Nobel pour son travail en 2024. D'ailleurs, pour ceux qui parlent anglais, je vous recommande l'excellent 3e épisode de la série sur Google du podcast Acquired, qui retrace justement les débuts de l'intelligence artificielle moderne et le rôle des chercheurs et des principaux ingénieurs qui ont bossé très tôt sur le sujet. Et donc ce Jeff Hinton-là, il avait fait la prédiction en 2016 que les radiologues allaient très vite être remplacés par des algorithmes d'intelligence artificielle, à tel point qu'il fallait même arrêter de former de nouveaux médecins dans cette spécialité dès que possible. Alors qu'en est-il 9 ans plus tard? Eh bien, ce que nous dit Mark Leonard, c'est qu'en 9 ans, le nombre de radiologues aux États-Unis est passé de 26 000 à 30 500, soit une augmentation de 17%, bien supérieure à la croissance démographique sur cette période. Jeff Hinton, il ne s'était pas trompé sur le fait que l'IA allait être utile en radiologie. Ça, c'est bien le cas. Là où il avait tort, c'est sur le fait que la technologie allait rapidement remplacer les radiologues. Mark Leonard avance même que l'IA aurait eu un effet contraire sur ce métier par rapport à ce qui était attendu par certains experts. Son hypothèse, c'est que grâce au modèle d'IA, les radiologues sont meilleurs dans leur travail et que donc la qualité des soins s'améliore. Et ça entraînerait un plus grand nombre de patients pris en charge et plus de traitements effectués. En somme, une augmentation de la demande et en retour, un besoin plus important en radiologues. Alors c'est vrai que c'est une hypothèse qui est séduisante, mais le lien de causalité, il reste encore à prouver. Ce que je me dis tout simplement aussi, c'est que l'IA n'a peut-être juste rien changé à la trajectoire du nombre de radiologues aux États-Unis sur cette période. Bon, c'est un sujet que je ne connais pas du tout, mais on pourrait quand même imaginer par exemple qu'il y avait il y a 9 ans un nombre insuffisant de radiologues aux États-Unis, ou encore que pendant cette période,
de nouveaux traitements auraient pu être mis au point ou de nouveaux outils auraient pu être développés, ce qui aurait pu aussi expliquer que le nombre de patients pris en charge est augmenté, entraînant plus de besoins en radiologues sans que l'IA n'ait vraiment un rôle à jouer. Mark Leonard, en grand pragmatique il soulève 2 points par rapport à cette histoire. Le premier, c'est qu'il dit que vous et moi n'avons qu'une fraction de la connaissance qu'avait ce Geoff Hinton à propos de l'IA. Et deuxièmement, que malgré ses connaissances sur le sujet, il a été incapable de prédire quelles conséquences l'IA allait avoir sur le métier de radiologue. Je pense que c'est vraiment le message qu'il faut retenir de tout ça. Il est difficile tout simplement de prédire les impacts de l'arrivée d'une telle technologie, même pour un expert. Il fait ensuite le même parallèle avec la programmation informatique. Il dit que la programmation pourrait être en train de vivre une renaissance ou bien une récession, on ne sait pas trop. Et c'est vrai qu'il y a des arguments de part et d'autre. D'un côté, ça offre des perspectives extraordinaires parce que aujourd'hui, il y a certains modèles d'IA comme Claude d'Anthropic, GPT d'OpenAI ou Gemini de Google qui sont très bons pour aider les développeurs à générer ou réécrire du code plus vite et de manière optimisée. Ce que beaucoup avancent, c'est que ce gain de productivité va faire chuter le coût de programmation et que les clients pourraient avoir un appétit plus grand pour des choses parfaitement adaptées à leurs besoins, donc plus de customisation, ce qui devrait en théorie générer plus de demandes. Mais en parallèle, ça pourrait dire aussi une forte intensification de la concurrence parce que les nouveaux projets vont se multiplier, même dans certaines niches de marché qui étaient jusqu'à présent protégées par leur taille. C'est le cas des VMS de Constellation Software et c'est en partie pour ça qu'ils ont organisé cette conférence. La vraie question derrière tout ça, c'est dans quelle mesure l'IA va changer les choses. Si on reste sur l'exemple de la productivité des développeurs, Mark Leonard raconte qu'ils ont fait une expérience concrète dans l'une des principales business units de Constellation où pendant 1 an, les développeurs ont utilisé les modèles d'IA pour les assister dans leur travail. Et donc le résultat 1 an après, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont observé aucun gain d'efficience particulier dans la programmation qui soit liée à l'IA. Certes, ils ont observé une augmentation significative du nombre de lignes de code suggérées par l'IA. En revanche, le pourcentage de lignes suggérées qui sont effectivement intégrées par les devs est resté le même, ce qui signifie qu'il y a eu plus de code intégré, certes, mais on est quand même très loin d'une rupture totale dans la productivité pour l'instant et d'une éventuelle multiplication par 10 fois, par exemple, de la productivité des développeurs. C'est ce qu'on a pu entendre dans certains articles par exemple. Apparemment, on serait plus sur un gain de plus 10, plus 12% de productivité en moyenne selon les usages. C'est ce qui aurait été également observé apparemment chez Google et ça semble en effet plus réaliste. Bon, maintenant qu'on a pris conscience des incertitudes autour de l'IA, le mieux c'est de prendre un exemple de société qui est vue comme menacée par l'IA et de voir si le narratif en question est vraiment sérieux. Et donc quel meilleur exemple que Adobe, le leader dans les logiciels créatifs, qui souffre de ce genre de narratif. Je crois que l'évolution de la capitalisation boursière parle d'elle-même. En quasi 2 ans, la market cap a fondu de moitié pour ne peser plus que, entre guillemets, 145 milliards de dollars au moment où je tourne cette vidéo. Quand on rapporte ce chiffre aux 7,3 milliards de free cash flow net de SBC, ça nous donne une action qui se paye seulement 20 fois ses free cash flow. Donc 20, c'est faible parce que c'est bien en dessous de la moyenne des 500 plus grandes entreprises américaines et particulièrement faible pour une boîte qui a un track record de plus de 50 ans, on le rappelle, qui a une marge opérationnelle de plus de 35%, une croissance à 2 chiffres et quasiment pas de dette. Si le multiple est raisonnable aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des craintes importantes côté investisseurs, notamment sur le segment digital media, donc Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, etc. Ça, c'est le cœur de métier et surtout la vache à lait de l'entreprise. Vous voyez que ça représente 3/4 du revenu sur lesquels ils ont une marge brute de 95%. C'est pour ça qu'il y a autant d'enjeux aujourd'hui. Et donc, si on doit résumer ces craintes en quelques points, ça donne la chose suivante. Donc aujourd'hui, de plus en plus de créateurs, notamment des non-professionnels qu'on pourrait qualifier d'utilisateurs moins exigeants, se tournent vers des solutions plus légères, plus simples d'utilisation comme Canva, Figma, Runway, etc. ou vers des modèles d'IA intégrant des fonctionnalités de génération d'images ou de vidéos. C'est vrai que ces outils-là, ils sont bien plus simples à prendre en main, plus rapides, si tant est qu'on ne veuille pas quelque chose de trop poussé ou trop précis.
Et un des principaux arguments de ces solutions, c'est qu'elles ont l'avantage d'être moins chères que l'abonnement aux produits Adobe. C'est là où le bas blesse pour l'entreprise. Certes, ils ont les produits de référence sur le marché, mais les prix sont relativement élevés. Je suis d'ailleurs tombé sur un post Reddit assez critique où l'auteur termine en posant la question suivante: quel amateur peut se payer la suite Adobe pour son plaisir personnel, sa passion? Sous-entendu, pas grand monde. Je suis tombé également sur plusieurs vidéos YouTube un petit peu anti-Adobe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait pas mal cliquer, où justement la question du prix et des alternatives sont souvent mises en avant. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, d'autant plus que dans un certain nombre de cas de figure, les utilisateurs non pro ou semi-pro, on va dire, sont OK avec le fait de pouvoir faire un truc assez bien, donc disons pas parfait, mais de manière rapide et peu coûteuse. C'est sur ce créneau que des plateformes qui fonctionnent sur un modèle freemium comme Canva tirent vraiment leur épingle du jeu et captent une partie du marché. Et donc la perception du marché, c'est que le pricing power d'Adobe est limité et que ça va poser un problème en termes de croissance dans les prochaines années. Et l'autre point, c'est que le marché n'est pas non plus convaincu par la capacité de l'entreprise à monétiser les outils IA qu'elle a développés, comme leur modèle d'IA génératif Firefly, parce que leur modèle de monétisation est perçu comme pas très clair. Ils intègrent une partie de l'IA gratuitement dans leurs produits et il y a une autre partie qui détache avec une offre séparée. Et donc, il y a des doutes sur la croissance additionnelle qu'ils vont être capables de générer avec ça. Tout ça, ça serait moins un sujet si à côté de ça, ils avaient un levier important en termes de croissance externe. Mais là aussi, ça semble limité. Ils ont essayé de racheter Figma en 2023 pour l'équivalent de 20 milliards de dollars. Donc, très grosse transaction, ça aurait été. Mais le rachat a été bloqué par la Commission européenne et par la CMA, donc l'autorité britannique de la concurrence, parce que les deux entreprises évoluent sur le même marché et que c'est très mal vu d'engloutir un concurrent direct sans raison valable, surtout quand il est d'une taille significative comme Figma à l'époque. Bon, ça c'est le topo en termes de bear case. Ce qui me gêne un peu avec ce storytelling, c'est qu'on voit Adobe mourir un peu trop facilement à mon goût. Je reviens sur ce que Mark Leonard a dit à propos de l'IA. Dans beaucoup de cas de figure, on a du mal à voir si c'est le début de la fin ou au contraire une renaissance pour un métier, une entreprise, un secteur. Adobe, eux aussi, ils ont des arguments sérieux en leur faveur. Il y en a une partie qui relève du storytelling, du management, mais il y a aussi du concret, à commencer par Firefly, le modèle d'IA générative qu'ils ont développé. Eux, ils parlent même de Creative AI, une IA au service de la création de contenu. Début 2025, ils ont lancé une offre séparée pour Firefly et dans la dernière press release, ils disent qu'ils ont généré à date déjà plus de 250 millions de dollars de revenus récurrents annuels entre Firefly et GenStudio, un autre produit basé sur l'IA utilisé pour gérer les campagnes marketing. Donc ça, c'est du concret et c'est prometteur. Un de leurs arguments, c'est le fait que Firefly permette de générer des images et des vidéos safe pour un usage commercial. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important pour les entrepreneurs et les entreprises à l'heure de la prolifération de contenu généré par l'IA, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des soucis de droit d'auteur notamment, ou des contenus qui contiennent des éléments non adaptés à un usage professionnel. Juste avant, on a parlé des prix des produits Adobe qui peuvent être élevés, mais ça s'explique notamment par le fait qu'ils ont une offre riche de produits qui sont souvent la référence sur le marché. Et ça permet quand même aux clients de réaliser un projet créatif de A à Z tout en restant sur la même plateforme Adobe. C'est leur fameux all-in-one place. Et avec l'arrivée de l'IA, et notamment de Firefly, ils renforcent vraiment cet aspect-là. Et ce que je trouve méga intelligent de leur part, c'est le fait qu'ils intègrent d'autres modèles que Firefly dans leurs produits, comme ceux de Google ou d'OpenAI, c'est ce que je vous montre à l'écran. Le fait qu'ils laissent le choix aux utilisateurs parce que, entre guillemets, chaque modèle a son propre style et ses propres atouts. Ça, c'est quelque chose de smart, je trouve, parce que ça permet de garder tout le monde sur la plateforme et potentiellement, ça peut aussi apporter plus de valeur et de fluidité aux clients qui ont moins besoin de faire des allers-retours entre plusieurs sites différents, par exemple. C'est quelque chose qui me fait presque penser à l'approche d'Uber, dans une moindre mesure bien sûr, qui se positionne en véritable agrégateur de sociétés de véhicules autonomes sur son application. Et pour l'instant, pour Uber, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première chose, Firefly. Ensuite, il faut quand même rappeler que depuis maintenant pas mal d'années et encore aujourd'hui, les produits leaders de chez Adobe comme Photoshop, ça reste bien souvent les meilleurs produits sur le marché.
Et ce sont des produits qui sont extrêmement intégrés dans le monde professionnel, dans les écoles, les universités, etc. Pour trouver un CDI en tant que créatif, je pense que maîtriser la suite Adobe, c'est essentiel. Je pense que c'est l'équivalent de maîtriser Excel pour quelqu'un qui bosse dans la finance. Et ça, c'est ce qui explique une partie importante de leur position dominante aujourd'hui. Au-delà de la force de la marque, d'outils comme Photoshop par exemple, il y a d'importants switching costs qui découragent les clients d'arrêter d'utiliser les produits Adobe. Donc que les utilisateurs utilisent plus d'outils différents qu'avant, ça j'ai pas de mal à l'imaginer en effet. Mais le fait que dans les 5 ans qui viennent, une partie significative des utilisateurs arrête complètement d'utiliser Photoshop ou Premiere Pro, tout ça pour aller sur les nouveaux outils, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup moins probable pour le coup. Une autre des inconnues dans cette équation, ce sont les conséquences de la démocratisation de l'IA sur la demande en logiciels créatifs. Ça, c'est une variable très importante parce que si le gâteau continue de grandir en valeur dans les 10 prochaines années à un bon rythme, grâce à l'IA notamment, c'est pas la même chanson. Ça voudrait dire que même si Adobe se fait grignoter quelque part de marché, la société pourrait quand même avoir une très belle croissance. Et un peu comme pour le narratif sur les VMS, si l'IA booste la créativité, les clients pourraient en demander encore plus en termes de rendu, et on pourrait imaginer que de plus en plus de créatifs combinent des outils différents, donc IA, pas IA, Adobe, pas Adobe, pour arriver au rendu final, et ça pourrait générer en effet plus de demandes sur le marché. Bref, il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que le vent pourrait tourner d'un côté comme de l'autre, ou même ne pas tourner du tout d'ailleurs. Et donc, la safe place pour moi, c'est de revenir, comme d'habitude, aux fondamentaux actuels. Ils sont excellents chez Adobe. Il faut avoir en tête quand même que Shantanu Narayen, le CEO en place depuis 2007, a réussi avec brio la transition à un modèle SaaS en 2013. C'est quelque chose qui est assez rare. Donc, fini le piratage pour les produits Adobe, terminer le paiement en one-shot qui pouvait être élevé pour avoir les licences de produits. Avec le système par abonnement, les revenus ils sont récurrents et ça a eu un effet positif sur les marges à moyen terme. Aujourd'hui, la marge brute est de 89% et la marge opérationnelle de 36%. Pour se rendre compte à quel point on est sur un niveau important, le truc tout simple que je vous invite à faire, c'est de mettre ces mêmes critères de marge brute et de marge opérationnelle et vous verrez qu'on s'aperçoit vite qu'il y a très très peu de sociétés qui sont à ces niveaux-là, voire au-dessus. Et donc Adobe, ça reste une véritable machine à cash qui a l'avantage d'être relativement asset light et capital light et qui lui permet depuis des années d'avoir une excellente rentabilité du capital. Vous voyez, on a un ROIC de 24,1% et un ROCE de 37,9%. Là aussi, il y a peu d'entreprises qui peuvent se targuer d'avoir des ratios de rentabilité du capital aussi élevés et en plus qui sont en augmentation sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est principalement le fait, je pense, de la transition vers le modèle SaaS en 2013 qui avait eu un impact négatif sur les marges quand il s'est produit. On pourrait continuer à parler de la croissance passée ou du fait qu'ils ont une gestion très conservatrice de l'endettement et qu'ils ont toujours beaucoup de cash au bilan. Mais le dernier point que je trouve super intéressant sur ce dossier, c'est leur allocation du capital exemplaire et notamment le fait qu'ils tirent actuellement avantage du pessimisme des marchés et du fait qu'ils génèrent beaucoup de cash bien entendu pour racheter de manière agressive leurs propres actions. Sur les 2 dernières années, ils ont racheté pour 22 milliards de dollars d'actions, ce qui leur a permis de réduire le nombre d'actions en circulation de 7%, donc c'est quand même significatif. Et ça a eu pour effet de booster la croissance des free cash flow par action de 4 et 5% respectivement sur les 2 dernières années. Donc c'est quelque chose qui ne règle pas bien sûr les problèmes de croissance qu'ils pourraient avoir dans les prochaines années. En revanche, ça vient quand même mettre du beurre dans les épinards en termes de croissance de la valeur intrinsèque. Pour conclure sur le cas Adobe, on est face à une société avec des fondamentaux excellents qui s'échangent à un prix raisonnable actuellement. Pour autant, je pense qu'il pourrait bien avoir en effet un sujet de croissance dans les prochaines années. Le message de cette vidéo, je crois que vous l'avez compris, je pense qu'il faut rester humble dans nos prédictions, encore plus quand ça concerne les conséquences d'une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle. C'est vrai pour Adobe, c'est vrai pour Google et pour tous les autres. En revanche,
Cette idée, elle marche dans les deux sens. Et je me trompe peut-être, hein, mais sur le dossier Adobe, les problèmes ont plus de chances de venir de leurs limites en termes de pricing power que de l'IA en elle-même. Sur le même créneau, on aurait pu aussi parler de Google Alphabet. Bon, il aurait fallu vraiment beaucoup de temps parce que c'est un cas d'étude à part entière sur l'IA avec toutes ses spécificités. Mais encore une fois, c'est la question renaissance ou récession qui revient sur la table. Et la réponse, à mon avis, elle est propre à la vision de chacun. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous voyez peut-être des choses intéressantes dans vos métiers au sujet de l'utilisation de l'IA ou de ses conséquences. Ce que je comprends, moi, c'est que pour certains, c'est un super outil qui fait gagner beaucoup de temps dans le travail au quotidien, mais pour d'autres, c'est vraiment perçu comme une menace qui pourrait remplacer leur métier d'ici 10 ans. Donc n'hésitez pas à me partager vos ressentis et vos insights en commentaire. Je pense que ça peut être super intéressant. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Sinon, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Nous, on se dit à la prochaine. C'était Romain. Ciao.